Au printemps de 1943, l'aérodrome de 7 miles à l'extérieur de Port Moresby, en Nouvelle-Guinée, n'était pas un endroit où l'on allait pour gagner une guerre. C'était un endroit où les machines allaient mourir. La chaleur tropicale pesait sur la piste comme un poids physique, cuisant les revêtements en aluminium des avions jusqu'à ce qu'ils soient trop chauds pour être touchés. L'air sentait l'essence d'aviation, la végétation de jungle en décomposition et la sueur aigre d'hommes qui n'avaient pas dormi depuis une semaine. À l'extrémité du tarmac, loin de la ligne de vol active, se trouvait le cimetière d'avions. C'était le cimetière des éléphants de la 5e force aérienne. C'était une collection de bombardiers B-17 brisés qui avaient été mâchés par les chasseurs japonais et recrachés par le ciel. Certains avaient des ailes manquantes, d'autres avaient des fuselages qui ressemblaient à du gruyère. Ils étaient dépouillés pour leurs pièces, récupérées par les mécaniciens, pour maintenir en vol les quelques avions encore opérationnels. Assis au milieu de ce tas de ferraille se trouvait un avion que même les récupérateurs évitaient. C'était le B-17, numéro de série 4, 1, 2, 6, 6, 6. Le numéro de queue se terminait par 666. Pour un aviateur superstitieux, c'était une raison suffisante pour s'en éloigner. Mais la malédiction de cet avion allait plus loin qu'un numéro. Il avait une réputation. Il était arrivé dans le Pacifique avec une section de queue lourde qui le faisait voler comme un camion-benne. Il était lent, il ne répondait pas aux commandes. Les pilotes qui avaient essayé de le piloter disaient d'eux qu'il se vautrait dans les airs. Il ne voulait pas monter, il ne voulait pas se battre. Il avait été garé dans le cimetière d'avions et oublié, laissé à pourrir sous la pluie tandis que la guerre continuait sans lui. Les équipes au sol l'appelaient une reine de hangar. Les experts disaient que c'était de la camelote. Ils disaient que la seule chose à laquelle il était bon, c'était la ferraille. Mais le capitaine Jay Zimmer n'était pas un expert. Il était un problème. Zimmer était un pilote qui ne correspondait pas au moule d'un officier standard de l'armée de l'air. Il avait 34 ans, plus vieux que la plupart des gamins qui pilotaient boga les gros engins. Il avait la réputation d'être difficile. Il n'aimait pas voler en formation, il n'aimait pas attendre les ordres. Il souffrait d'une condition qui lui rendait impossible de dormir pendant de longues périodes. Alors il passait ses nuits à arpenter la ligne de vol avec une lampe torche, regardant les moteurs, regardant les cartes, cherchant quelque chose à faire. Les gradés l'appelaient un zélé, ce qui dans l'armée n'est pas un compliment. Cela signifie que vous êtes un électron libre. Cela signifie que vous prenez des risques qui ne sont pas calculés. Zimmer avait erré dans l'escadron sans équipage et sans avion. Personne ne voulait voler avec lui parce qu'il était trop agressif. Personne ne voulait lui donner un avion parce qu'il allait probablement le casser. Alors il passait son temps dans le cimetière d'avions. Il regardait la cellule négligée. Il ne voyait pas un tas de ferraille. Il voyait un projet. Il voyait une plateforme lourde et stable dont personne d'autre ne voulait. Il savait que dans une guerre où les avions étaient rares, un pilote avec son propre bombardier, même un bombardier cassé, était son propre patron. Il pouvait se porter volontaire pour les missions dont personne d'autre ne voulait, il pouvait voler selon ses propres conditions. Il commença à passer ses journées à travailler sur l'avion maudit. Il nettoya les bougies d'allumage. Il colmata les trous dans le revêtement en aluminium avec des morceaux de métal provenant d'autres épaves. Il régla les moteurs jusqu'à ce qu'ils cessent de tousser et se mettent à rugir. Il traitait la machine abandonnée comme une restauration de voiture de collection. Les autres pilotes se moquaient de lui et lui demandaient pourquoi il perdait son temps sur un citron. Ils lui demandaient s'il comptait le conduire au combat en roulant sur la piste parce qu'il n'allait certainement pas voler. Zimmer les ignorait. Il construisait quelque chose. Mais un pilote n'est rien sans un équipage. Et aucun aviateur sain d'esprit ne se porterait volontaire pour voler dans un avion maudit avec un pilote qui ne pouvait pas dormir. Alors Zimmer recruta les fous. Il alla au bar, il alla au cachot. Il chercha les hommes qui étaient sur le point de passer en cour martiale ou d'être renvoyés. Il chercha les bons Ariens. Il trouva Joseph Sarnoski, un bombardier qui était sans doute le meilleur tireur du Pacifique, mais qui avait une réputation d'insubordination. Sarnoski était un homme qui détestait la discipline mais adorait se battre. Il devint le bras droit de Zimmer. Ensemble, ils passèrent le registre en revue comme des acheteurs dans un magasin de déstockage. Ils trouvèrent un navigateur qui avait été rejeté par d'autres équipages.
Ils trouvèrent des mitrailleurs qui avaient des problèmes de comportement. Ils assemblèrent une collection de marginaux, de rebelles et de laissés-pour-compte. C'était l'équipage du Zélé. Ils étaient les bras cassés de la 5e force aérienne. Pendant que Zimmer construisait son avion Frankenstein, la guerre dans le Pacifique se heurtait à un mur. Les forces américaines essayaient de pousser vers le nord en direction des Philippines. Mais il y avait un obstacle massif sur leur chemin, l'île de Bougainville. C'était une forteresse japonaise. C'était un rocher volcanique déchiqueté couvert de jungle et cerné de terrains d'aviation. Les Japonais en avaient en fait un nid de frelons. Ils y avaient stationné des centaines de chasseurs Zéro. Ils avaient des canons anti-aériens couvrant chaque approche. Le renseignement savait que si les Américains tentaient d'envahir Bougainville sans savoir exactement où se trouvaient les canons, ce serait un massacre. Ils avaient besoin d'une carte. Ils avaient besoin de photographies détaillées à haute résolution des côtes, des récifs et des terrains d'aviation. Mais obtenir ces photos était considéré comme impossible. Pour cartographier l'île, un avion devrait voler en ligne droite et à niveau pendant 20 minutes. Il devrait voler en plein jour et il devrait voler seul. Une formation de bombardiers serait trop lente et attirerait trop l'attention. Un seul avion de chasse n'avait ni l'autonomie ni les appareils photo nécessaires. Il fallait que ce soit un bombardier lourd. Les généraux regardèrent le profil de la mission et y virent un billet de suicide. Envoyer un seul B-17 au-dessus de Bougainville, en plein jour, c'était comme envoyer une vache lente traverser un bassin de piranhas. Les héros japonais l'essaimeraient, ils le mettraient en pièces avant que le photographe puisse même ouvrir l'obturateur. La mission fut diffusée dans les escadrons. Chaque pilote expérimenté la refusa. Ce n'étaient pas des lâches, ils étaient juste bons en calcul. Un bombardier contre 100 zéros égale 0 survivants. Le commandement était coincé. Ils avaient besoin des photos, mais ils ne pouvaient pas ordonner à un équipage de se suicider. Ils avaient besoin de volontaires. Jay Zimmer entendit parler de la mission. Il se tenait sur le tarmac, essuyant la graisse de ses mains, regardant son bombardier ressuscité. Il regarda Sarnowski. Ils ne firent pas le calcul. Ils ne pensèrent pas aux probabilités. Ils pensèrent à l'opportunité. C'était le sésame. S'ils se portaient sains volontaires pour la mission impossible, les gradés seraient obligés de les laisser voler. Ils seraient obligés de les laisser emmener le bombardier du cimetière au combat. Zehammer entra dans la tente des opérations et inscrivit son nom sur la liste. L'officier des opérations le regarda comme s'il était fou. Il regarda le numéro de queue de l'avion que Zimmer avait l'intention de piloter. Il essaya de l'en dissuader. Il lui expliqua que l'avion était un boulet. Il lui expliqua que les défenses japonaises sur Bougainville étaient les parois les plus denses des îles Salomon. Il lui expliqua que personne n'avait jamais effectué une mission de cartographie au-dessus de ce secteur et n'en était revenu vivant. Zehammer se contenta de sourire. Il dit que son équipage était prêt. Il dit que son avion était prêt. Il dit qu'il obtiendrait les photos ou qu'il ne reviendrait pas. L'officier tamponna les papiers. Il pensait probablement qu'il signait un certificat de décès, mais Zimmer ne prévoyait pas de survoler Bougainville dans un B-17 standard. Il savait que les experts avaient dit raison sur un point. Un bombardier standard serait massacré. Un B-17 standard avait des angles morts. Il avait des points faibles. Les pilotes japonais connaissaient ces points faibles. Ils savaient que s'ils attaquaient de face, droit vers le nez, le bombardier avait très peu de puissance de feu pour les arrêter. La mitrailleuse de nez standard était une petite mitrailleuse de calibre 30, qui ne frappait ni assez fort ni assez loin pour arrêter un zéro en charge. C'était une arme défensive destinée à effrayer les avions, pas à les tuer. Zimmer savait que s'il voulait survivre à une mission en solo, il n'avait pas besoin de les effrayer, il avait besoin de les détruire. Il retourna au cimetière d'avions. Il dit à son équipage de prendre des clés et des chalumeaux. Ils allaient aller faire quelque chose qui était strictement contraire au règlement. Ils allaient modifier la cellule. Le manuel disait que le B-17 portait 10 mitrailleuses. Zehammer décida que ce n'était pas suffisant. Il en voulait plus. Il voulait un cuirassé volant. Ils récupérèrent des armes sur des avions détruits. Ils trouvèrent de lourdes mitrailleuses de calibre 50, le genre qui pouvait percer un bloc moteur à 800 mètres. Ils commencèrent à découper des trous dans le fuselage de l'épave ressuscitée. Ils montèrent des mitrailleuses aux fenêtres latérales. Ils montèrent des mitrailleuses dans le plancher.
Ils doublèrent la puissance de feu, mais le plus grand changement fut dans le nez. Zimmer voulait une arme qu'il pourrait tirer lui-même. Il voulait transformer le bombardier lourd en chasseur. Il trouva un support de canon fixe, habituellement utilisé sur les avions d'attaque, et boulonna une mitrailleuse de calibre 50 directement au plancher du cockpit, pointée vers l'avant à travers le vitrage du nez. Il installa une gâchette sur le manche. C'était de la folie. Un pilote de B-17 est censé piloter l'avion, pas tirer. Les ingénieurs auraient hurlé s'ils avaient vu ça. Ils auraient dit que le recul fissurerait le vitrage. Ils auraient dit que le poids déséquilibrerait le centre de gravité. Ils auraient dit qu'il était impossible de viser avec un bombardier de 30 tonnes comme avec un fusil. Zimmer se moquait de ce que pensaient les ingénieurs. Il s'assit dans le cockpit et régla le viseur de l'arme. Il imagina un zéro japonais fonçant sur lui de face. Il imagina la surprise sur le visage du pilote ennemi quand le bombardier sans défense commencerait à cracher du plomb lourd par le nez. Il savait que la seule façon de survivre à l'essaim était d'être le porc épique. Il dit à Sarnowski de monter un autre calibre 50 dans le nez sur un support flexible pour que le bombardier puisse balayer le ciel. Ils bourrèrent l'avion de munitions. Ils chargèrent les appareils photo. Ils remplirent les réservoirs de carburant à ras-bord. Le matin de la mission, le cuirassé volant était posé sur la piste, lourd et menaçant. Il avait l'air différent. Hérissé de 19 mitrailleuses, presque le double du chargement standard, il reposait basse sur son train d'atterrissage, gémissant sous le poids de l'acier et du plomb supplémentaires. Les autres équipages les regardèrent se préparer. Il n'y eut pas de plaisanterie cette fois. Il y avait un respect calme et solennel. C'était le genre de regard que l'on donne à un homme qui marche vers la chaise électrique. Il savait où Zimmer allait. Il savait qu'il pilotait un tas de ferraille au cœur de l'empire ennemi. Il ne s'attendait pas à le revoir. Zimmer mit les moteurs en marche. Ils s'allumèrent avec un rugissement enfumé. L'avion vibrait. Il semblait lourd. Il semblait être une brique. Mais quand il poussa les manettes des gaz en avant, le vieux bombardier commença à rouler. Il prit de la vitesse, lent au début, puis plus rapide. Les arbres au bout de la piste se rapprochèrent. Pendant une seconde, on aurait dit qu'ils n'y arriveraient pas. Le poids était trop important. La malédiction les tirait vers le bas, mais alors Zimmer tira le manche vers lui. Les roues quittèrent le sol. Le lourd engin de fer griffa son chemin dans l'air humide, secouant la poussière du cimetière d'avions. Ils étaient en vol, ils tournèrent vers le nord en direction des montagnes, en direction de Bougainville et en direction d'un destin que les experts disaient impossible. Ils étaient un avion fantôme piloté par un équipage fantôme se dirigeant vers un combat qui allait réécrire les livres d'histoire. Le vol vers Bougainville ne fut pas un voyage, ce fut un bras de fer physique entre les lois de l'aérodynamique et la volonté obstinée de l'équipage. L'entrepôt volant était lourd. Avec 19 mitrailleuses, des milliers de cartouches de munitions, des réservoirs pleins et les lourds appareils photo de cartographie, le bombardier ressemblait moins à un aéronef qu'à un entrepôt volant. Il se vautrait dans les airs. Chaque fois que le capitaine Zimmer touchait les commandes, l'avion hésitait avant de répondre, comme s'il réfléchissait à savoir s'il voulait vraiment tourner. Les moteurs ronronnaient avec une vibration profonde et gutturale qui faisait trembler les plombages dans les dents de l'équipage. Il montait lentement, griffant pour gagner de l'altitude centimètre par centimètre, cap au nord, au-dessus de la mer des Salomon, vers l'île la plus dangereuse du Pacifique. À l'intérieur du fuselage, l'air devenait plus froid à chaque millier de pieds d'altitude. À 21 000 pieds, la chaleur tropicale de la Nouvelle-Guinée n'était plus qu'un lointain souvenir, remplacé par un froid glacial qui mordait à travers les vestes de vol en cuir et engourdissait les doigts. L'équipage se déplaçait dans l'avion, vérifiant les modifications que les experts disaient ne jamais pouvoir fonctionner. Ils étaient essentiellement des pilotes d'essai pour une machine qui n'aurait pas dû exister. Ils vérifiaient le porc-épic qu'ils avaient construit avec des pièces volées et des chalumeaux. Les mitrailleurs latéraux se tenaient au centre de l'avion, entourés d'un tapis de bandes de munitions. Dans un B-17 standard, les mitrailleuses latérales étaient la défense principale, mais elles étaient souvent encombrées et difficiles à viser. Sur cet avion, l'équipage avait arraché les supports standards et construit les siens.
Ils avaient pillé des épaves pour trouver des goulottes d'alimentation supplémentaires et des canons de rechange. Ils avaient encore monté des mitrailleuses d'eau 1 double, là où il n'y en avait qu'une seule auparavant. Ils avaient encore découpé des trous supplémentaires dans le plancher et monté de lourdes mitrailleuses de calibre 50 pointées main vers le bas, couvrant l'angle mort du ventre que les chasseurs japonais adoraient exploiter. L'intérieur ressemblait à une casse, un fouillis chaotique d'acier et de laiton, mais c'était un chaos conçu pour tuer. Mais la pièce d'ingénierie la plus radicale se trouvait dans le nez. Dans un bombardier normal, le nez est le bureau du bombardier et du navigateur. C'est une bulle de verre conçue pour regarder des cartes et viser des bombes, pas pour combattre. La mitrailleuse défensive standard était une petite mitrailleuse flexible de calibre 30 qui ressemblait à un jouet comparé au lourd canon des chasseurs japonais. C'était comme apporter un pistolet à un duel de fusil. Ziemir savait que les pilotes japonais étaient intelligents. Ils savaient que le nez du B-17 était faible. Ils étaient entraînés à attaquer de face, volant droit vers le vitrage du cockpit, sachant que les Américains ne pouvaient pas riposter avec assez de puissance pour les arrêter. Zimmer avait résolu ce problème avec une clé à molette et un refus de suivre les règles. Il était assis dans le siège du pilote, agrippant le manche, boulonné au plancher devant lui, s'étendant à travers le cône du nez, se trouvait une mitrailleuse fixe de calibre 50. Elle n'était pas sur un pivot. Elle n'était pas visée par un mitrailleur, elle était visée par l'avion lui-même. Zimmer avait installé un interrupteur de gâchette sur ses commandes de vol. S'il voulait tirer sur un avion japonais, il n'appelait pas un mitrailleur. Il tournait simplement le bombardier entier jusqu'à ce que l'ennemi soit dans la fenêtre et pressait la gâchette. Il avait transformé un bombardier quadrimoteur en le plus gros et le plus lent chasseur du monde. À côté de lui dans le nez, le bombardier Joseph Sarnowski maniait un autre calibre 50 lourd sur un support flexible. Ils avaient transformé la bulle de verre en tourelle. Alors qu'ils approchaient de la côte de Bougainville, l'atmosphère dans l'avion passa de la tension à une concentration froide et professionnelle. L'île apparut à l'horizon, une tache verte sur l'océan bleu. Elle semblait paisible de loin, mais l'équipage savait à quoi s'en tenir. Cette jungle verte cachait une armée. Les terrains d'aviation taillés dans la côte étaient des ruches de chasseurs. 0. Le Mitsubishi A6M. Le 0 était un prédateur. Il était rapide, agile et grimpait comme une fusée. Il était fait d'aluminium léger et n'avait pas de blindage, ce qui le rendait fragile, mais entre les mains d'un pilote habile, c'était un sabre de samouraï. Il pouvait mettre en lambeaux un lourd bombardier américain. Zehammer stabilisa l'avion à 25 000 pieds, il vérifia son compas, il vérifia sa vitesse. C'était le moment de danger maximum. Pour obtenir les photos, il devait voler en ligne droite. Il ne pouvait pas zigzaguer, il ne pouvait pas esquiver. Il devait être une plateforme stable pour les appareils photo montés dans le ventre. Il devait voler droit et à niveau au-dessus de la maison de l'ennemi pendant 20 minutes. C'était comme marcher sur une corde raide pendant que quelqu'un vous lance des pierres. Zimmer appuya sur l'interphone. Il dit à l'équipage de garder les yeux ouverts. Il leur dit de surveiller le soleil. Les chasseurs japonais adoraient se cacher dans l'éclat, plongeant hors de la lumière aveuglante pour tendre une embuscade à leur proie. Les appareils photo commencèrent à cliquer. Les grandes lentilles dans le ventre de l'avion se mirent à prendre des images haute résolution des récifs, des plages et des sentiers dans la jungle. Chaque clic était un morceau de renseignement qui sauverait des vies de marines pendant l'invasion. Mais chaque seconde qui passait était une seconde pendant laquelle les opérateurs radars japonais les pistaient. Le silence dans les écouteurs était pesant. C'était le son d'hommes retenant leur souffle, attendant l'inévitable. Ils étaient seuls. Il n'y avait pas de chasseurs amis pour les protéger. Il n'y avait pas de renfort. S'ils avaient des ennuis, l'aide la plus proche était à 650 km. Puis la voix du mitrailleur de queue grésilla dans l'interphone. Il ne cria pas, il ne hurla pas. Il prononça simplement les mots que chaque équipage de bombardiers redoute. Contact à 6 heures en bas, en montée. Zimmer regarda en arrière. Il ne pouvait pas encore les voir, mais il savait ce qui se passait. Les Japonais avaient se décollé en urgence. Ils n'envoyaient pas une patrouille, ils envoyaient un essaim. Le mitrailleur de queue commença à compter. 1, 2, 5, 10. Les chiffres ne cessaient d'augmenter.
17 chasseurs s'élevaient des terrains d'aviation dans la jungle comme un nuage de guêpes furieuses. Ils montaient vite, leurs moteurs hurlant, tandis qu'ils griffaient pour atteindre l'altitude nécessaire pour intercepter l'intrus solitaire. Les experts auraient dit que c'était le moment d'abandonner. Un pilote sain d'esprit aurait poussé les manettes à fond, abaissé le nez et plongé vers la couverture nuageuse. Un bombardier contre 17 chasseurs, ce n'est pas une bataille, c'est une exécution. Mais Zimmer ne tourna pas, il ne plongea pas, il tint la ligne. Il avait besoin des photos. Il dit à Sarnowski de continuer à faire tourner les appareils photos. Il dit aux mitrailleurs de vérifier leurs alimentations. Il allait terminer la mission. Les pilotes japonais devaient être perplexes. Ils voyaient un seul B-17 qui avançait tranquillement dans le ciel dégagé. Il ne fuyait pas. Il ne manœuvrait pas. Il ressemblait à une cible d'entraînement. Ils ont probablement ri. Ils ont probablement communiqué par radio entre eux, revendiquant la victoire avant même d'avoir tiré un seul coup. Ils se séparèrent en groupes, préparant leur passe d'attaque. Ils étaient méthodiques. Ils allaient disséquer le bombardier. Le premier groupe de 0 pivota vers l'avant. Ils allaient exécuter l'attaque classique à 12 heures en hauteur. Ils montèrent au-dessus du bombardier, tournèrent et plongèrent droit vers le nez. C'était la manœuvre du manuel. Ils savaient que le B-17 était faible à l'avant. Ils prévoyaient de foncer de face, mitraillant le cockpit avec leurs canons de 20 mm, tuant les pilotes et fracassant le vitrage, puis de décrocher avant que les tourelles américaines lentes puissent les suivre. C'était une manœuvre qui avait fonctionné une centaine de fois auparavant. Zimmer regarda le 0 de tête tourner. Il vit les ailes se mettre à niveau, il vit le soleil scintiller sur la verrière. Le pilote japonais arrivait droit dans l'axe, engagé sur la trajectoire de collision. Zehammer ne broncha pas. Il ne vira pas pour éviter le tir. Au lieu de cela, il fit quelque chose que le pilote japonais n'avait jamais prévu. Il tourna le bombardier vers le chasseur. Il utilisa les pédales de direction pour faire déraper le lourd avion, alignant le nez comme un tireur d'élite visant avec un fusil. Le pilote japonais se rapprochait à 650 km à l'heure. Il attendait d'être à portée de canon. Il regardait le nez vitré du bombardier, s'attendant à voir un pilote terrifié essayant de se cacher. Au lieu de cela, il vit la gueule d'une mitrailleuse lourde pointée directement vers son visage. Zimmer attendit. Il attendit que le 0 remplisse le pare-brise. Il attendit de pouvoir voir l'hélice tourner. Il pressa la gâchette sur le manche. La mitrailleuse fixe de calibre 50 dans le nez rugit. Le recul secoua tout le plancher du cockpit. Un flot de lourdes balles de plomb, mélangées à des munitions incendiaires perforantes, jaillit du nez du bombardier. Ce n'était pas le tir léger et dispersé d'une arme défensive. C'était un tir lourd et précis. Les balles s'écrasèrent sur le 0 de tête. Elles ne firent pas que percer des trous. Elles fracassèrent le bloc moteur. Elles arrachèrent les ailes. Le chasseur japonais se désintégra en plein vol. Une seconde, c'était une machine mortelle plongeant pour tuer. La seconde suivante, c'était une boule de feu et de débris qui dégringolait devant la fenêtre de Zimmer. L'explosion choqua l'escadron japonais. Ils étaient tombés dans un piège. Ce n'était pas un vieux bombardier sans défense. C'était un prédateur déguisé. Sarnowski, le bombardier, ouvrit le feu avec sa mitrailleuse de nez flexible, attrapant le deuxième 0 alors qu'il tentait de décrocher. Ces balles sciaient le fuselage ennemi, envoyant une traînée de fumée dans le ciel, mais la surprise ne dura qu'une seconde. Les 15 0 restants étaient qui des professionnels. Ils réalisèrent que la donne avait changé et ils réagirent avec fureur. Ils abandonnèrent les attaques conventionnelles et fondirent sur le bombardier sous tous les angles. Ils venaient des côtés, d'en haut, d'en bas. Le ciel autour du bombardier solitaire se transforma en une tempête de traceurs. Des obus de canon de 20 mm s'écrasaient contre les ailes, perçant des trous de la taille d'assiette. Les balles déchiraient la peau d'aluminium, produisant un bruit de grêle sur un toit de tôle. L'intérieur du bombardier devint un abattoir. Les mitrailleurs latéraux glissaient sur des milliers de douilles en laiton qui jonchaient le sol. L'air était saturé de l'odeur de cordite brûlée et de liquide hydraulique. Sarnowski se battait comme un forcené dans le nez, balançant son arme d'un côté à l'autre, signalant les cibles. Un obus de canon explosa contre le vitrage du nez, projetant Sarnowski en arrière. Il était touché. Des éclats d'obus lui déchirèrent le ventre. Il s'effondra sur le sol, le sang formant une mare sur le pont métallique.
Zim regarda dans sa direction. Son ami était à terre. Le nez était ouvert au vent, un trou déchiqueté là où le verre se trouvait auparavant. Le vent s'engouffrait dans le cockpit, un ouragan d'air froid et de bruit. Zim ressentit un coup de masse dans sa jambe. Une balle avait traversé le fuselage et fracassé son genou. Une autre toucha son poignet. Sa combinaison de vol était trempée de sang. Les commandes semblaient lourdes, paresseuses. Le système hydraulique était détruit, le système d'oxygène fuyait. Mais l'avion volait encore, les moteurs tournaient encore. Et Sarnowski n'avait pas dit son dernier mot. Le bombardier se traîna depuis le sol pour se relever. Il était mortellement blessé. Il se vidait de son sang, mais il rampa jusqu'à son arme. Il se hissa, agrippant les poignets avec des jointures blanches. Il regarda à travers le nez fracassé les seins de chasseur qui tournoyaient pour la prochaine passe. Il ne ressemblait pas à un homme mourant. Il ressemblait à un homme qui avait décidé que s'il devait aller en enfer, il n'irait pas seul. Il arma la culasse de sa mitrailleuse et la pointa vers le ciel. Zimmer serra les dents contre la douleur dans ses jambes. Il poussa les manettes des gaz en avant. Il ne faisait pas demi-tour. Ils avaient encore des photos à prendre. Les zéros se regroupèrent, plongeant à nouveau, furieux maintenant, déterminés à achever le géant estropié. Ils pensaient que le bombardier était mort. Ils pensaient que l'équipage était fini. Ils étaient sur le point de découvrir que le porc-épic ne faisait que s'échauffer. La bataille n'était pas terminée. Elle venait de se transformer en bagarre. La bataille au-dessus de la côte de Bougainville avait cessé d'être un engagement tactique et avait dégénéré en combat de rue à 7500 mètres d'altitude. Les pilotes de zéro japonais étaient furieux. Ils avaient frappé le bombardier américain avec tout ce qu'ils avaient. Ils l'avaient criblé de tirs de canon, percé de balles de mitrailleuses et avaient soufflé des trous dans le fuselage assez grand pour y faire passer un chien. Selon toutes les lois de l'aviation, le B-17 aurait dû tomber en flammes. Il aurait dû être un cratère fumant dans la jungle, mais le géant meurtri volait encore. Il tremblait, vibrait et perdait ses fluides, mais les 4 moteurs Wright Cyclone continuaient de tourner, tirant la cellule malmenée à travers le ciel. Et pire encore pour les Japonais, l'équipage qu'ils croyaient mort ripostait. Le capitaine Jay Zimmer menait une guerre sur 2 fronts, l'un contre les avions ennemis qui grouillaient devant sa fenêtre, l'autre contre son propre corps. Une balle japonaise avait traversé le plancher du cockpit et fracassé son genou gauche. Une autre lui avait déchiré le poignet. Il perdait du sang rapidement. Sa combinaison de vol était lourde et mouillée. La douleur était une pulsation aveuglante, d'un blanc incandescent qui menaçait de le faire s'évanouir, mais il ne pouvait pas s'évanouir. S'il lâchait le manche, le lourd bombardier basculerait et partirait en vrille vers la mer. Il devait piloter l'avion avec une seule bonne main et une seule bonne jambe. Il cala sa jambe brisée contre le palonnier, utilisant son poids mort pour maintenir l'assiette de l'avion. Il ignora le sang qui s'accumulait sur le sol. Il se concentra sur les zéros. Les pilotes japonais avaient compris qu'attaquer de front était un suicide. Le canon fixe dans le nez leur avait donné une leçon mortelle. Alors, ils changèrent de tactique. Ils se séparèrent, encerclant le bombardier comme une meute de loups, cherchant un flanc faible. Ils attaquèrent par les côtés, par l'arrière et par en dessous. Ils essayèrent de submerger les mitrailleurs par le nombre. Ils arrivaient par vagues, 3 ou 4 à la fois, leurs ailes s'illuminant d'éclairs de tir, mais les modifications non autorisées de Zimmer les attendaient. Quand une escadrille de Zéros plongea sur les flancs du bombardier, s'attendant à trouver les mitrailleuses simples réglementaires, ils furent accueillis par un mur de plomb des calibres 50 montés en paire. Les mitrailleurs américains ne tiraient pas des rafales défensives. Ils déversaient le feu sur l'ennemi. Les flancs de l'avion étaient une scène chaotique. Les mitrailleurs glissaient sur des milliers de douilles en laiton qui roulaient sur le sol comme des billes. Ils se criaient les cibles les uns aux autres, balançant les lourdes armes sur leurs supports modifiés, suivant les chasseurs rapides. L'air à l'intérieur du fuselage était épais de fumée. Dans le nez, le bombardier Joseph Sarnowski était en train de mourir. La blessure par éclat dans son ventre était fatale. Il le savait, le reste de l'équipage le savait. Il s'était effondré plus tôt, mais le bruit des armes l'avait réveillé. Il s'était traîné jusqu'à son poste, hissant son corps jusqu'à la mitrailleuse flexible. Un chasseur japonais, pensant que le mitrailleur de nez était mort, fit une passe lente et arrogante devant le bombardier, s'inclinant pour montrer son ventre. Ce fut une erreur fatale. Sarnowski ouvrit le feu.
Il n'avait pas la force de viser parfaitement, mais il avait l'instinct. Il guida les traceurs jusque dans le réservoir de carburant du Zéro. L'avion japonais explosa, disparaissant dans un éclair de feu orangé. Sarnowski s'affaissa contre la cloison, épuisé, mais il garda la main sur la détente. Il refusa de quitter son poste. La bataille se prolongea. 5 minutes, 10 minutes, 15. Dans une guerre aérienne, un combat tournoyant dure généralement quelques secondes. Celui-ci était un marathon. Les Japonais étaient implacables. Ils détruisirent le système hydraulique, ce qui signifiait que le train d'atterrissage et les freins étaient hors service. Ils détruisirent le système d'oxygène. C'était critique. À 7500 mètres d'altitude, l'air est trop raréfié pour respirer. Sans masque à oxygène, un homme perd connaissance en quelques minutes. Zehammer réalisa le danger. Il devait descendre, il devait plonger. Mais s'il plongeait, il perdrait l'avantage de l'altitude. Il amènerait l'avion droit dans la gueule des canons anti-aériens au sol. Il prit une décision. Il poussa le nez vers le bas, mais pas en piqué prononcé. Il entama une descente peu profonde à grande vitesse, échangeant l'altitude contre la vitesse. Il essayait de distancer l'essaim. Le lourd bombardier prit de la vitesse, la cellule gémissant sous la contrainte. Le vent rugissait à travers le nez fracassé, gelant le sang sur l'uniforme de Sarnowski. Zehammer luttait avec les commandes. La perte de l'hydraulique signifiait qu'il pilotait sur de pures liaisons mécaniques. Il devait forcer l'avion de 30 tonnes à travers les airs à la force des bras. Chaque virage, chaque correction envoyait des ondes d'agonie à travers sa jambe fracassée. Les Japonais les suivirent taquer dans la descente. Ils sentaient la mise à mort. Ils voyaient la fumée qui s'échappait du moteur numéro 3. Ils voyaient les morceaux de métal qui tombaient de la queue. Ils intensifièrent l'attaque. Un Zéro arriva par la queue, se plaçant dans l'angle mort, déversant des tirs de canon sur le gouvernail. Le mitrailleur de queue, le sergent Puggy, attendait. Il était resté silencieux, économisant ses munitions. Maintenant, il ouvrit le feu. Il ne se contenta pas de tirer, il démantela chirurgicalement l'attaquant. Il arracha l'hélice du Zéro. L'avion japonais décrocha et tomba. Un autre Zéro tenta d'attaquer par en dessous, visant la tourelle ventrale, mais le mitrailleur de la tourelle ventrale le suivait déjà. Le mitrailleur fit pivoter la tourelle, suivant le chasseur dans sa montée. Il attendit que le Zéro soit proche, puis lâcha une longue rafale. L'avion japonais vola droit dans le flux de balles. Le bloc moteur se fracassa. Le pilote s'éjecta, son parachute s'ouvrant en blanc contre le ciel bleu. L'équipage de la forteresse volante était méthodique. Ils ne paniquaient pas, ils étaient en colère. On les avait envoyés mourir dans un avion de rebut et ils le prenaient personnellement. Ils faisaient payer les Japonais pour chaque centimètre de ciel. Ils avaient abattu 2 chasseurs, puis 3, puis 4. L'escadron japonais perdait des avions plus vite qu'ils ne pouvaient le croire. Ils n'avaient jamais vu un bombardier se battre comme ça. C'était comme combattre un cuirassé volant. Zim vérifia sa montre. Il se battait depuis 40 minutes. 40 minutes de combat continu. Les munitions s'épuisaient. Les mitrailleurs criaient que leurs canons surchauffaient. L'avion tenait à peine en un seul morceau. Le tableau de bord était fracassé. La radio était morte. Les câbles du gouvernail étaient effilochés, ne tenant plus que par quelques brins de fil. Zehammer faiblissait. La perte de sang le rendait étourdi. Sa vision se rétrécissait. Il pouvait voir l'horizon, mais les bords du monde viraient au gris. Il se gifla pour rester réveillé. Il ne pouvait pas mourir maintenant. Il devait les ramener chez eux. Les Japonais finirent par décrocher. Ils étaient à court de carburant. Ils étaient à court de munitions. Et franchement, ils étaient terrifiés. Ils avaient lancé 17 de leurs meilleurs chasseurs contre un seul bombardier américain endommagé, et le bombardier les avait battus. Ils avaient perdu 5 avions confirmés, et d'autres étaient endommagés. Ils firent demi-tour vers Bougainville, laissant la carcasse fumante et meurtrie de la forteresse seule dans le ciel. Mais la bataille n'était pas terminée. Le combat contre l'ennemi était fini, mais le combat contre l'avion ne faisait que commencer. Zehammer se stabilisa à 3000 mètres. Il regarda autour du cockpit. C'était un désastre. Du verre partout, du sang partout. Sarnowski était inconscient dans le nez, respirant à peine. Les autres membres d'équipage étaient blessés.
Le navigateur essayait de panser la jambe de Zimmer avec une trousse de premier secours, mais la blessure était trop profonde. Zimmer l'écarta d'un geste. Il pointa la carte. Il avait besoin d'un cap pour rentrer. Port Moresby était à 650 km. C'est un long vol dans un avion tout neuf, dans un avion avec des moteurs criblés de balles, sans hydraulique, et un pilote qui se vide de son sang. C'est une éternité. Le vol de retour fut un brouillard de douleur et de silence. Zimmer dérivait entre conscience et inconscience. Il perdait connaissance une seconde. L'avion piquait du nez et l'adrénaline le ramenait brusquement à lui. Il hallucinait. Il croyait voir des zéros dans les nuages. Il croyait voir la piste, mais ce n'était que l'océan. L'équipage essaya de l'aider. Le copilote proposa de prendre les commandes, mais Zehammer refusa. Il connaissait l'avion mieux que quiconque. Il connaissait ses caprices. Il savait qu'avec les dégâts sur les câbles de commande, une main lourde casserait les fils et les tuerait tous. Il devait le piloter lui-même. Il devait sentir l'avion. Il pilotait du bout des doigts, percevant les vibrations, cajolant la machine mourante pour qu'elle reste en l'air. Ils franchirent la côte de Nouvelle-Guinée. Les montagnes de la chaîne Owen Stanley se dressèrent devant eux. Zimmer devait prendre de l'altitude pour franchir le col. Il poussa les manettes des gaz en avant. Les moteurs protestèrent. Les jauges de température passèrent dans le rouge. La pression d'huile chuta, mais les vieux moteurs tinrent bon. Ils grimpèrent au-dessus des pics déchiquetés, rasant les arbres de quelques mètres. Le terrain d'aviation de Port Moresby apparut au loin. C'était la plus belle chose que Zehammer ait jamais vue. Mais maintenant il avait un nouveau problème. Pas d'hydraulique signifiait pas de frein et pas de volée. Il devrait poser le lourd bombardier à grande vitesse. Et une fois au sol, il ne pourrait pas s'arrêter. Et il n'avait qu'une bonne jambe pour actionner le palonnier. Il appela la tour, pas de réponse. La radio était morte. Il tira une fusée rouge depuis la fenêtre du cockpit pour signaler une urgence. Les équipes au sol virent l'avion meurtri approcher et dégagèrent à tôt la piste. Les camions de pompiers foncèrent sur le tarmac. Les ambulances attendaient. Zimmer aligna l'approche. L'avion arrivait vite. Il coupa les gaz. Le bombardier estropié plongea vers le sol. Zimmer lutta contre le vent de travers. Il devait garder les ailes à niveau. Si une extrémité d'aile touchait le sol à cette vitesse, l'avion ferait la roue et exploserait. Il cabra le nez. Les roues principales touchèrent la piste dans un crissement de caoutchouc. L'avion rebondit. Il se posa. Il roulait vite, dévorant le tarmac. Zimmer écrasa le palonnier avec sa bonne jambe, essayant de maintenir le cap. Il n'avait pas de frein, alors il laissa la friction faire le travail. L'avion roula et roula. Il atteignit le bout de la piste. Il roula dans la terre. Il s'immobilisa enfin dans un nuage de poussière à quelques mètres de la lisière de la jungle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les moteurs crachotèrent et moururent. Les hélices cessèrent de tourner. Zimmer s'effondra sur le manche. Il avait réussi. Il les avait ramenés. Il ferma les yeux, laissant l'obscurité enfin l'emporter. Il n'entendit pas les sirènes. Il n'entendit pas les mécaniciens crier en courant vers l'avion. Il ne vit pas l'expression d'horreur sur leur visage quand ils virent l'état de l'appareil. L'avion avait l'air d'être passé dans un hachoir à viande. Il y avait des centaines d'impacts de balles. Le nez avait disparu. La queue était en lambeaux. C'était un miracle que les morceaux soient restés assemblés assez longtemps pour atterrir. Les médecins sortirent Zehammer du cockpit. Il était inconscient, pâle, comme un linge. Ils sortirent Sarnowski du nez. Il était encore en vie, mais à peine. Il leva les yeux vers le pilote qu'on chargeait sur un brancard. Il murmura quelque chose, mais personne ne l'entendit. Le reste de l'équipage sortit en titubant par la porte latérale, embrassant le sol. Ils regardèrent leur avion. Il perdait de l'huile et du carburant dans la terre. Il ressemblait à un cadavre, mais c'était le cadavre qui leur avait sauvé la vie. Ils avaient volé dans la gueule de l'enfer, craché dans l'œil du diable, et en étaient à la ressortie à pied. L'équipage de bras cassés avait accompli l'impossible, mais le prix était élevé. Le vrai combat pour Jay Zimmer et Joe Sarnowski ne faisait que commencer sous la tente de l'hôpital. La guerre était finie pour eux, mais la légende du bombardier du cimetière d'avions venait de naître. Quand la poussière retomba enfin sur la piste de Port Moresby, le silence autour de l'avion fracassé était plus lourd que le bruit de la bataille.
Les équipes au sol qui coururent touilles vers l'avion s'arrêtèrent à 3 mètres, fixant la scène avec incrédulité. Ils avaient l'habitude de voir des avions endommagés. Ils avaient l'habitude de colmater des trous de balles et de remplacer des capots moteurs. Mais ceci était différent. Le bombardier avait l'air d'avoir servi de cible d'entraînement à toute la marine japonaise. Il n'y avait pas un seul mètre carré d'aluminium qui ne soit cabossé, déchiré ou perforé. La section de queue ne tenait que par des lambeaux de métal. Le gouvernail avait disparu. Les ailes ressemblaient à de la dentelle. Le nez. Le bureau vitré où Joe Sarnowski avait livré son dernier combat était complètement fracassé, ouvert à l'air, couvert de sang et de douilles usagées. Les mécaniciens commencèrent à compter les trous. Ils s'arrêtèrent quand ils atteignirent 100, puis ils s'arrêtèrent quand ils atteignirent 150. Le décompte final était stupéfiant. Il y avait 187 impacts de balles et 5 gros trous d'obus de canon dans le fuselage. Ce n'étaient que les dégâts visibles. À l'intérieur, l'avion était une épave. Les câbles de commande étaient effilochés jusqu'au dernier fil. Les conduites hydrauliques étaient sectionnées. Les réservoirs d'oxygène étaient percés. Selon toutes les règles de l'ingénierie, l'avion aurait dû se disloquer en plein vol. Le longeron principal de l'aile, la poutre d'acier massif qui maintient les ailes au fuselage, était fissurée. Si Zimmer avait tiré le manche un tout petit peu plus fort pendant l'atterrissage, les ailes se seraient arrachées. L'avion n'était pas rentré grâce à l'aérodynamique, il était rentré par habitude. Les médecins sortirent précautionneusement l'équipage de l'épave. C'était une procession sinistre. Le capitaine Jay était inconscient. Sa combinaison de vol trempée de sang de la taille aux pieds. Sa jambe était en ruine. Les médecins qui le trièrent sur le tarmac ne pensaient pas qu'il survivrait à la nuit. Il avait perdu la moitié de son volume sanguin. Il avait piloté un bombardier de 30 tonnes pendant 2 heures en se vidant de son sang. Le bombardier Joseph Sarnowski fut sorti ensuite. Il était encore en vie, mais à peine. Il avait reçu un obus de canon de 20 mm dans le ventre. Dans toute autre situation, il se serait effondré instantanément. Mais il était resté à son arme, repoussant les zéros, protégeant son pilote jusqu'à ce que les armes se taisent. Il mourut peu après avoir été sorti de l'avion. Il s'était accroché à la vie juste assez longtemps pour terminer la mission. Tandis que les chirurgiens luttaient pour sauver la vie de Zimmer sous la tente de l'hôpital, les officiers de renseignement se précipitèrent avec les bobines de film au laboratoire photo. C'était la raison de tout ce sang. C'était pour cela que Sarnowski était mort. Si les photos étaient floues ou si les caméras avaient été détruites, la mission était un échec. Les techniciens développèrent le film dans la chambre noire, les mains tremblantes. Ils suspendirent les négatifs pour les faire sécher. Ils examinèrent les images à la loupe. Les photos étaient parfaites. Malgré les manœuvres d'évitement, malgré les vibrations des armes, malgré les dégâts sur l'avion, Zehammer avait maintenu le bombardier suffisamment stable pour capturer des images d'une clarté cristalline de la côte de Bougainville. Les photos révélaient tout. Elles montraient les emplacements de canons cachés. Elles montraient la profondeur des récifs. Elles montraient l'emplacement des aérodromes japonais. C'était la carte impossible que les généraux avaient demandée. Ces photos devinrent le plan directeur de l'invasion. Quand les Marines américains prirent d'assaut les plages de Bougainville plus tard cette année-là, ils savaient exactement où aller. Ils savaient où se trouvaient les bunkers. D'innombrables vies américaines furent sauvées parce qu'un équipage de bras cassés avait refusé de faire demi-tour quand le ciel s'était noirci de chasseurs. Jay Zimmer ne se réveilla pas pendant des jours. Il resta dans le coma, son corps luttant contre le choc et l'infection. Quand il ouvrit enfin les yeux, il était faible, incapable de bouger ses jambes. Les médecins lui dirent qu'il ne marcherait peut-être plus jamais. Ils lui dirent que Sarnowski était parti. C'était une pilule amère à avaler. Zimmer avait constitué l'équipage. Il avait modifié l'avion et il les avait menés dans le feu. Il sentait le poids du commandement, le lourd fardeau du survivant. Mais ensuite, les nouvelles commencèrent à filtrer du reste de l'escadron. L'histoire du combat aérien s'était répandue. Les autres pilotes parlaient du porc-épic qui avait repoussé 17-0. Ils parlaient du canon de nez. Ils parlaient de l'équipage qui ne savait pas mourir. L'armée de l'air ne pouvait pas ignorer ce qui s'était passé. Les experts qui avaient qualifié l'avion de tas de ferraille et l'équipage de bons ariens furent réduits au silence par l'ampleur pure de la victoire.
Ils durent réécrire les livres de records. Les castors enthousiastes devinrent l'escouade la plus décorée du théâtre du Pacifique. Chaque homme à bord de l'avion reçut une médaille, mais les plus hautes distinctions furent réservées aux pilotes et aux bombardiers. Le capitaine Jay Zimmer et le sous-lieutenant Joseph Sarnowski reçurent tous deux la médaille d'honneur. C'est la plus haute décoration militaire que les États-Unis puissent décerner. Il est rare que deux hommes du même avion la reçoivent pour la même mission. Cela témoigne de l'intensité du combat. Les citations parlèrent de bravoure et d'intrépidité remarquables au péril de leur vie, mais les mots sur le papier ne pouvaient pas saisir la réalité de ce cockpit. Ils ne pouvaient pas saisir le bruit du vent hurlant à travers le nez fracassé, ni la sensation des commandes luttant contre une jambe morte. On remit la médaille à Zimmer à l'hôpital. Il était encore dans le plâtre, l'air mince et fragile, un contraste saisissant avec le lourd bombardier qu'il avait dompté à travers le ciel. Il l'accepta non pas pour lui-même, mais pour Sarnowski. Quant à la machine légendaire, l'avion lui-même, sa guerre était terminée. Les mécaniciens regardèrent les dégâts et secouèrent la tête. C'était irréparable. On ne pouvait pas le rafistoler cette fois, les dommages structurels étaient trop graves. Il fut remorqué jusqu'au cimetière d'avions, jusqu'au tas de ferraille où Zimmer l'avait trouvé. Mais cette fois, il ne fut pas garé avec les rebuts. Il était garé avec révérence. Il reposait là sous le soleil tropical, sa peau d'aluminium se ternissant, ses canons retirés, un monument silencieux à la violence de 1943. Les pilotes venaient le regarder. Ils passaient leurs mains sur les trous déchiquetés. Ils observaient le support de canon fixe dans le plancher du cockpit et secouaient la tête. C'était une machine qui avait accompli l'impossible simplement parce que les hommes à l'intérieur refusaient d'accepter que cela ne pouvait pas être fait. Jay Zimmer défia les médecins, tout comme il défia les Japonais. Il réapprit à marcher. Cela prit du temps, cela prit de la douleur, et cela prit la même obstination qui l'avait maintenu en l'air. Mais il se remit sur ses pieds. Il survécut à la guerre. Il retourna aux États-Unis. Un héros discret dans un pays célébrant la fin du conflit. Il n'écrivit pas de livres, il ne fit pas de tournées. Il vécut une vie modeste, il travailla dans l'industrie aéronautique, restant proche des machines qu'il aimait. Il finit par déménager dans le Maine, s'installa et fonda une famille. Si vous l'aviez rencontré dans ces dernières années, vous n'auriez pas su qu'il était une légende. C'était juste un vieil homme, gentil et discret, qui aimait s'asseoir sur son porche. Il ne se vantait pas de la fois où il avait affronté seul toute une force aérienne ennemie. Il ne se vantait pas de la médaille d'honneur. Il la gardait dans un tiroir, mais dans ces moments de calme, il devait repenser à cette piste d'atterrissage de Port Moresby. Il devait se souvenir de l'odeur de la graisse et du son des moteurs en étoile tout sautant pour démarrer. Il devait se souvenir des visages des marginaux, les gars dont personne d'autre ne voulait, qui s'avérèrent être le meilleur équipage du monde. Jay Zimmer s'éteignit en 2007. Il avait 88 ans. Il était le dernier récipiendaire survivant de la médaille d'honneur de l'armée de l'air, de l'armée de terre. Avec sa mort, le dernier lien avec cette terrible et glorieuse journée au-dessus de Bougainville fut rompu. Mais les histoires ont une façon de survivre aux gens qui les vivent. L'histoire de cet avion impossible est encore racontée dans les écoles de pilotage et les MES. Elle est étudiée par les historiens, elle est murmurée par les mécaniciens. Nous racontons cette histoire aujourd'hui parce qu'il est facile de se laisser hypnotiser par les spécifications et les tableurs. Sur le papier, le numéro de série 666 aurait dû être de la ferraille. Le manuel disait qu'il était trop lent, trop criblé de balles et piloté par le mauvais type d'équipage, mais les chiffres n'avaient jamais pris en compte un pilote qui refusait d'abandonner et un bombardier qui continuait de tirer alors qu'il se vidait de son sang dans le nez de l'appareil. On peut mesurer la puissance et la charge à l'air. On ne peut pas mesurer la rancœur, la loyauté ou la rage obstinée pure. Jay Zimmer et ses renégats prouvèrent qu'un avion maudit n'est maudit que si l'on y croit. Ils prouvèrent qu'un marginal n'est qu'un héros qui n'a pas encore trouvé son combat. Ils prirent une machine brisée et une réputation brisée et les forgèrent en une arme qui brisa l'échine des défenses japonaises. Ils nous rappelèrent qu'en fin de compte, ce n'est pas l'avion qui fait l'as, c'est l'as qui fait l'avion.
Alors, la prochaine fois que vous sentez que les chances sont contre vous, la prochaine fois que les experts vous disent que votre plan est le fou ou que votre équipement est de la camelote, souvenez-vous du porc-épic, souvenez-vous des 19 canons, souvenez-vous de la mission en solo et souvenez-vous que tant que vous avez assez de carburant pour voler et assez de cran pour appuyer sur la gâchette, vous n'êtes jamais hors du combat. Si cette histoire du bombardier qui refusait de mourir vous a enflammé, écrasez ce bouton « J'aime ». Cela nous aide à trouver d'autres légendes oubliées dans les archives. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine plongée dans l'histoire qu'on a laissée en dehors des manuels scolaires. Et dites-nous en commentaire quel est un autre exemple d'arme maudite qui a fini par devenir une légende. Nous les lisons tous, sans exception. Merci d'avoir regardé, merci de vous souvenir du bombardier maudit. Restez prudents et continuez à voler.